Papa, ils ont mis nos affaires à la cave. M'a chuchoté ma fille Emma au téléphone, la voix tremblante de confusion et de chagrin. Grand-mère a dit que nous ne méritions pas les belles chambres parce que Julie est plus importante. J'étais en pleine garde de 12 heures à l'hôpital lorsque j'ai reçu cet appel qui a tout changé. Mes mains serraient le téléphone tandis que j'essayais d'assimiler ce que je venais d'entendre. « Que veux-tu dire par cave, ma chérie ?» ai-je demandé, sentant déjà la colère monter dans ma gorge. « Ils ont déplacé nos lits, nos vêtements, tout. Grand-père a dit que tonton Steven et tante Lisa ont besoin de plus d'espace pour Julie. Alors nous devons rester en bas maintenant. Je m'appelle Tyler, j'ai 36 ans et je suis infirmier au centre médical de Nashville. Après mon divorce il y a 2 ans, mes jumeaux de 10 ans, Emma et Jake, et moi avons emménagé chez mes ex-beaux-parents comme solution temporaire, pendant que je réunissais l'argent nécessaire pour acheter notre propre maison. Martha et Richard ont toujours été compliqués, mais ils m'ont offert leur aide quand j'en avais le plus besoin. Travaillant 2 fois plus pour subvenir seul aux besoins de mes enfants, j'avais besoin de quelqu'un pour les chercher à l'école et m'aider avec les tâches quotidiennes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir que ma propre belle famille me considérait comme un fardeau dont elle pouvait se débarrasser. « Emma, écoute-moi bien », ai-je dit à voix basse, en vérifiant qu'aucun collègue n'écoutait. « Toi et Jake, restez calmes, d'accord ? Papa va s'en occuper. » Mais tandis que je prononçais ces mots rassurants à ma fille, mon esprit était déjà en ébullition. Il ne s'agissait pas seulement de chambre ou d'espace. Il s'agissait de respect. Il s'agissait du fait que mes enfants étaient traités comme des citoyens de seconde zone au sein de leur propre famille. Jake souffrait d'asthme chronique. Le sous-sol de la maison des Richards était humide, avec de la moisissure visible sur l'un des murs et une ventilation déplorable. Mettre mon fils là-bas n'était pas seulement cruel, c'était dangereux. Julie ne vit même pas ici, a poursuivi Emma, haussant le ton. Elle ne vient que le week-end, mais maintenant, elle a la plus belle chambre de toute la maison. Julie était la fille de 3 ans de mon beau-frère Steven et de sa femme Lisa. Depuis sa naissance, Martha et Richard la traitaient comme une petite princesse, tandis que mes enfants, qui vivaient là depuis près de 2 ans, se voyaient constamment rappeler qu'ils n'étaient que des « invités » dans la maison. Papa va rentrer dans quelques heures, promis. D'ici là, restez ensemble, d'accord ? Je raccrochai le téléphone et restai immobile dans le couloir de l'hôpital, envahi par un mélange de colère et de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les autres infirmières passaient à côté de moi, vaquant à leurs occupations, sans se douter de la guerre qui venait d'être déclarée. Car c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Une guerre. Ils pensaient pouvoir m'humilier par l'intermédiaire de mes enfants. Ils pensaient que je n'avais pas le choix, que je dépendais trop d'eux pour réagir. Ils pensaient pouvoir traiter Emma et Jake comme des moins que rien tout en choyant leur petite fille préférée. Ils avaient tort. Ce que Martha et Richard ne savaient pas, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à planifier notre départ. Chaque heure supplémentaire que je faisais, chaque centime que j'économisais, chaque sacrifice que je faisais, tout avait un but. J'avais déjà trouvé notre nouvelle maison. J'avais déjà signé le contrat. J'avais déjà tout organisé pour déménager dans 2 semaines. Mais c'était avant qu'ils ne franchissent la ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Maintenant, au lieu d'un départ discret et civilisé, ils allaient avoir droit à quelque chose de bien différent. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont l'hypocrisie familiale peut exploser au visage de ceux qui s'y attendent le moins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette situation apparemment désespérée s'est transformée en la leçon la plus chère que mes ex-beaux-parents aient jamais reçue. Car lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là et que j'ai vu mes enfants assis dans le sous-sol froid et humide, entourés de leurs maigres possessions jetées dans des cartons, quelque chose en moi s'est cristallisé en une détermination froide et calculée. Ils voulaient jouer au jeu des faveurs familiales ? Parfait. Mais ils ne se doutaient pas que j'avais passé 2 ans à étudier chaque règle, chaque faiblesse, chaque secret sordide de cette famille. Et maintenant, il était temps de leur montrer comment on joue pour gagner. Martha et Richard ont toujours traité Steven comme leur fils préféré, mais quand Julie est née il y a 3 ans, le favoritisme a atteint des niveaux absurdes. Mon ex-femme Sarah était morte dans un accident de voiture quand les jumeaux n'avaient que 8 ans, et ses parents m'avaient accueilli temporairement après le divorce parce que, selon eux, la famille aide la famille. Quel mensonge éhonté. Steven travaillait dans le secteur des technologies, gagnait plus de 100 000 $ par an et vivait dans un manoir à l'autre bout de la ville. Mais chaque fois que Julie rendait visite à ses grands-parents, ils transformaient la maison en une sorte de palais pour leur petite princesse. Ils ont acheté un lit spécial à 1 200 $ rien que pour ces visites. Ils ont installé des caméras de sécurité supplémentaires parce que Julie doit être protégée. Ils ont même engagé une nounou privée pour le week-end. Pendant ce temps, mes enfants dormaient dans des lits superposés achetés dans une brocante et étaient constamment réprimandés pour le moindre bruit qu'ils faisaient. « Jake, arrête de tousser si fort, tu vas réveiller Julie », disait Martha chaque fois que mon fils avait une crise d'asthme. «
comme s'il pouvait contrôler quand ses poumons décidaient de se fermer. L'hypocrisie était si flagrante qu'elle en devenait comique. Julie pouvait courir dans la maison en criant à 6 heures du matin, mais si Emma voulait jouer du violon après l'école, c'était trop de bruit pour une maison respectable. « Tyler, tu dois apprendre à tes enfants à être plus prévenants », m'a dit Richard un jour, tandis que Julie détruisait le jardin de Martha avec une petite pelle en plastique. Les enfants doivent apprendre les limites. Des limites. Leur mot préféré quand il s'agissait d'Emma et Jake. Lisa, la femme de Steven, était encore pire. Elle traitait ma maison comme une crèche gratuite, débarquant dès qu'elle avait besoin de quelqu'un pour garder Julie pendant qu'elle avait des rendez-vous importants. Ces rendez-vous importants comprenaient des séances de spa, des déjeuners entre copines et du shopping dans des boutiques chères. « Oh, Tyler, ça ne te dérange pas de jeter un œil à Julie aujourd'hui, n'est-ce pas ?» disait-elle en poussant l'enfant par la porte. « Je te promets que je reviens vite. » Vite signifiait 8 heures plus tard, lorsqu'elle revenait chargée de sacs de courses et les ongles fraîchement faits. Ce qui m'énervait le plus, c'était la façon dont il traitait mes enfants comme des domestiques gratuits. Emma était constamment appelée pour aider tante Lisa, dans des tâches qui n'étaient pas du ressort d'une enfant de 10 ans. Jake était obligé de porter les lourds sacs de courses de Martha, malgré ses problèmes respiratoires. « C'est bon pour eux d'apprendre à être responsables », justifiait Martha lorsque je lui posais la question. Mais Julie n'avait pas besoin d'apprendre à être responsable. Julie était une princesse qui méritait d'être servie par tout son entourage. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite le mois dernier, lors de l'anniversaire d'Emma. Ma fille avait demandé une petite fête avec quelques camarades de classe. Rien d'extravagant, juste une pizza, un gâteau et quelques jeux dans le jardin. Martha a pensé que ce serait parfait d'organiser la fête le jour même du baptême de Julie. Les enfants pourront jouer ensemble, a-t-elle dit, comme si elle me rendait service. Ce sera plus amusant comme ça. Ce qu'elle avait omis de mentionner, c'est qu'elle avait invité 30 personnes au baptême, y compris un photographe professionnel, une décoration sur le thème des princesses et un gâteau à 3 étages qui coûtait plus cher que mon salaire hebdomadaire. La fête d'anniversaire d'Emma est devenue un événement secondaire dans la célébration de Julie. Les amis d'Emma ont été pratiquement ignorés par les adultes, qui étaient tous occupés à admirer le moindre geste de la petite fille de 3 ans. Quand Emma a soufflé les bougies de son simple gâteau au chocolat, la moitié des invités étaient occupés à prendre des photos de Julie essayant de manger un morceau du gâteau de baptême. J'ai vu ma fille forcer un sourire et remercier poliment pour une fête qui avait été complètement éclipsée par sa cousine. Ce soir-là, j'ai trouvé Emma en larmes dans la salle de bain. « Papa, pourquoi grand-mère ne nous aime pas ?» m'a-t-elle demandé, les yeux rouges et gonflés. Je n'ai pas su quoi répondre. Comment expliquer à une enfant de 10 ans que ses propres grands-parents la considéraient comme inférieure à sa cousine? Comment lui dire que, dans leur esprit déformé, elle et son frère n'étaient que des obstacles gênants sur le chemin de la véritable famille préférée? Jake souffrait encore plus. Ses notes ont commencé à baisser à l'école, et son professeur m'a convoqué pour une conversation inquiétante au sujet de son changement de comportement. Jake semble anxieux et distrait, m'a expliqué M. Peterson. Il était l'un des élèves les plus participatifs, mais maintenant, il reste tranquille dans son coin et a du mal à se concentrer. À la maison, je voyais mon fils marcher sur la pointe des pieds, essayant d'être invisible pour ne déranger personne. Il a arrêté de me parler des projets scientifiques qu'il adorait parce que Martha l'interrompait toujours avec une tâche plus importante, liée à Julie. Le sous-sol humide où ils avaient installé mes enfants sentait le moisi et me piquait le nez dès que je descendais les escaliers. Les murs étaient tachés d'humidité et je pouvais voir de petites traces d'infiltration dans un coin. Pour un enfant asthmatique, cet environnement était potentiellement dangereux. Mais il ne s'agissait pas seulement de santé. Il s'agissait de dignité. Il s'agissait du fait que Martha avait regardé mes enfants et décidé qu'ils ne méritaient même pas de chambre décente dans la maison où ils vivaient depuis 2 ans. En marchant dans le sous-sol froid, en voyant les maigres possessions de mes enfants jetées dans des cartons comme des déchets, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Car Martha, Richard, Steven et Lisa avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient supposé que je n'étais qu'un infirmier divorcé et désespéré, dépendant de leur charité pour survivre. Ils avaient supposé que je n'avais ni les moyens, ni les ressources, ni l'intelligence pour me défendre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé les 18 derniers mois à documenter méticuleusement chaque incident de favoritisme, chaque commentaire cruel, chaque moment de négligence envers mes enfants. Pas par paranoïa, mais par précaution. Et ce qu'ils ne savaient certainement pas, c'est que ma dépendance à leur aide était sur le point de se révéler comme la préparation la plus stratégique de ma vie. Pendant qu'ils bâtissaient leur petite dynastie de favoritisme familial, je construisais silencieusement notre échappatoire. Et quand l'heure de la révélation viendrait, ce serait dévastateur.
car la vérité sur Martha et Richard était sur le point de leur exploser au visage d'une manière qu'ils ne pourraient jamais prévoir ni contrôler. Le lendemain matin, après le réaménagement des chambres, Jake a eu sa première crise d'asthme en 6 mois. L'air humide et moisi du sous-sol avait attaqué ses poumons pendant la nuit, et je l'ai trouvé assis sur le bord de son lit à 5 heures du matin, luttant pour respirer. « Papa, je n'y arrive pas », murmura-t-il entre 2 halètements, serrant son inhalateur dans ses mains tremblantes. Je portais mon fils à l'étage, où l'air était plus pur, et appelai l'hôpital pour les prévenir que j'arriverais en retard. Pendant que Jake se remettait sur le canapé du salon, Martha est descendue dans son peignoir en soie rose, visiblement agacée par le bruit matinal. « Tyler, tu dois apprendre à ce garçon à utiliser son inhalateur plus bas. » s'est-elle plainte en préparant le café comme si la crise respiratoire de son propre petit-fils n'était qu'un simple désagrément. Julie dort encore. J'ai senti quelque chose de glacé s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus dangereux. Un calme mortel que je reconnaissais de mes pires gardes à l'hôpital, lorsque je devais prendre des décisions cruciales sans laisser mes émotions prendre le dessus. Jake souffre d'asthme chronique, Martha. Ai-je répondu d'une voix contrôlée. Le sous-sol aggrave son état. Les enfants doivent s'adapter, dit Richard en entrant dans la cuisine, déjà habillé pour aller travailler. De mon temps, on ne faisait pas tout un plat de l'asthme. Ça forgeait le caractère. Ça forgeait le caractère. Mon fils de 10 ans, qui luttait pour respirer, forgeait son caractère. J'ai conduit Jake à l'école moi-même ce jour-là, et j'en ai profité pour parler à l'infirmière scolaire du changement dans son état respiratoire. Sarah Peterson, une femme gentille qui connaissait mes enfants depuis 2 ans, s'est montrée inquiète. Tyler, Jake semble différent ces derniers temps, m'a-t-elle confié pendant que nous mettions à jour son plan d'urgence médicale. Plus renfermé, anxieux. Et maintenant, cette aggravation de son asthme. Il se passe quelque chose à la maison? Nous traversons quelques changements familiaux, ai-je répondu prudemment. Mais je m'occupe de la situation. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que m'occuper de la situation signifiait que j'avais passé toute la nuit au téléphone avec des avocats, des agents immobiliers et mon comptable. Le déménagement de mes enfants au sous-sol n'était pas seulement une insulte, c'était le catalyseur dont j'avais besoin pour accélérer des plans qui mûrissaient depuis des mois. Cet après-midi-là, quand je suis rentré du travail, j'ai trouvé Emma en larmes, cachée dans la salle de bain. Ces larmes n'étaient pas celles d'une crise de colère ou d'une frustration enfantine, mais celles d'une profonde tristesse qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait porter. « Que s'est-il passé, ma princesse ?» lui ai-je demandé en m'agenouillant à côté d'elle. Grand-mère a dit que je ne peux plus jouer du violon après 17 heures parce que le bruit dérange Julie quand elle vient nous rendre visite, a sangloté Emma. Mais 17 heures, c'est le seul moment où je peux m'entraîner après l'école et mes devoirs. Ma fille avait obtenu une bourse partielle pour prendre des cours de violon après avoir impressionné son professeur par son talent naturel. C'était sa passion, son échappatoire, sa source d'estime de soi. Et Martha était en train de détruire tout cela pour accommoder une enfant qui ne vivait même pas dans la maison. Et ce n'est pas tout, papa, a poursuivi Emma en s'essuyant le nez sur sa manche. Tante Lisa a dit que, puisque nous vivons ici gratuitement, Jake et moi devrions aider davantage Julie quand elle vient nous rendre visite. Comme si nous étions des baby-sittés. Gratuitement. Comme si je ne payais pas une part importante des factures du ménage depuis 2 ans. Comme si ce n'était pas moi qui réparais le robinet qui fuyait, qui tondait la pelouse, qui cuisinait pour toute la famille le week-end. Tu sais ce qui me fait le plus mal, murmura Emma en me regardant dans les yeux avec une maturité troublante. C'est qu'ils agissent comme si nous ne méritions pas d'être ici. Comme si Julie était plus importante parce qu'elle a des parents riches. À ce moment-là, en regardant le visage meurtri de ma fille, quelque chose de fondamental s'est cristallisé en moi. Il ne s'agissait plus de quitter discrètement la maison. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de montrer à Martha, Richard, Steven et Lisa que sous-estimer Tyler Morrison avait été la plus grande erreur de leur vie. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis dans leur nouvelle chambre au sous-sol, je suis monté pour avoir une dernière conversation avec mes ex-beaux-parents. Je les ai trouvés dans le salon, confortablement installés dans leur fauteuil en cuir comme des rois observant leur domaine, en train de regarder la télévision. Nous devons parler des enfants, ai-je commencé calmement. Si c'est à propos du violon d'Emma, nous avons déjà décidé, a déclaré Martha sans même me regarder. Elle peut s'entraîner au sous-sol si elle veut. Le son ne monte pas autant là-bas. Le sous-sol n'est pas suffisamment insonorisé, et Jake a des crises d'asthme à cause de l'humidité, ai-je expliqué en gardant un ton neutre. Richard soupira dramatiquement. Tyler, tu as toujours été trop protecteur avec ces enfants. Un peu d'adversité leur fera du bien. De l'adversité. Ils appelaient adversité le fait de mettre un enfant asthmatique dans un environnement qui agressait ses poumons.
Il est peut-être temps d'envisager d'autres options de logement, dis-je, testant leur réaction. C'était comme si j'avais lancé une bombe au milieu de la pièce. Martha s'est finalement tournée vers moi, les yeux brillants d'un mélange de panique et d'indignation. « D'autres options ?» a-t-elle répété. « Tyler, tu n'as pas d'autres options. Où trouveras-tu de l'aide pour les enfants? Qui d'autre te donnera un endroit où vivre pendant que tu te remets financièrement? Tu dramatises encore, a ajouté Richard avec dédain. Quelques ajustements dans la maison ne justifient pas une réaction aussi excessive. Ils étaient tellement convaincus de mon désespoir, de ma dépendance, qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que j'avais d'autres options. Pour eux, j'étais un homme brisé, émotionnellement et financièrement détruit par le divorce, reconnaissant pour chaque miette d'aide qu'ils voulaient bien me jeter. « Vous avez raison », répondis-je finalement en forçant un sourire fatigué. « Désolé pour le drame. C'est juste que j'ai du mal à m'adapter à tous ces changements. » Le soulagement sur leur visage était presque comique. Ils m'avaient remis dans la case « gendre dépendant et problématique » où je me trouvais dans leur esprit déformé. « Je suis contente que tu comprennes, Tyler », a dit Martha avec condescendance. « La famille, c'est faire des sacrifices pour les autres. Et en ce moment, Steven et Lisa ont besoin de plus de soutien. » Des sacrifices. C'était toujours mes enfants qui devaient faire des sacrifices. Je suis monté au sous-sol ce soir-là et j'ai trouvé Jake et Emma en train de chuchoter dans l'obscurité, complotant pour devenir invisibles afin de ne déranger personne. Mes enfants élaboraient des stratégies de survie dans leur propre maison. Je me suis assis sur le bord du lit de Jake et je les ai serrés dans mes bras. « Écoutez-moi bien », ai-je chuchoté. « Vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Vous méritez le respect, l'amour et un foyer où vous pouvez grandir sans crainte. Et je vous promets que je vous garantirai cela. »« Mais comment, papa ?» demanda Emma avec le pragmatisme cruel des enfants qui grandissent trop vite. « Grand-mère et grand-père ne veulent pas vraiment de nous ici. » Je souris dans l'obscurité, un sourire qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qui reflétait toute la détermination qui s'était accumulée pendant des mois de préparation silencieuse. « Laissez papa s'en occuper, » répondis-je. « Faites-moi confiance encore un peu. » Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que « encore un peu » signifiait exactement 72 heures. Dans 72 heures, Martha et Richard découvriraient que toute la sécurité et le contrôle qu'ils pensaient avoir sur notre situation n'étaient qu'une illusion soigneusement entretenue. Pendant qu'ils dormaient paisiblement dans leur lit confortable, je mettais la touche finale à un plan qui non seulement nous libérerait de cette maison, mais montrerait à toute la famille le véritable coup de l'humiliation des mauvaises personnes. Car Martha et Richard étaient sur le point d'apprendre une leçon qu'ils avaient mis toute leur vie à mériter. Et quand la tempête éclaterait, ils n'auraient même pas le temps de chercher un abri. Le lendemain matin, après notre conversation réconciliatrice, j'ai commencé à mettre en œuvre des plans que j'avais soigneusement élaborés depuis 8 mois. Alors que Martha et Richard pensaient m'avoir remis dans le droit chemin, je finalisais le transfert de tous mes biens vers le nouveau compte bancaire que j'avais ouvert à mon nom et à celui de mes enfants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma dépendance financière apparente était une illusion que j'avais soigneusement cultivée. Chaque centime que je contribuais aux dépenses du ménage provenait en fait d'un compte séparé que je tenais spécifiquement à cette fin. Mon salaire réel d'infirmier spécialisé, plus les heures supplémentaires et les consultations privées que je faisais le week-end, me permettaient de vivre confortablement depuis longtemps. La maison que j'avais trouvée n'était pas une découverte récente. C'était une propriété que j'observais depuis 6 mois, située dans un quartier résidentiel calme à seulement 15 minutes de l'hôpital. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin clôturé et, plus important encore, un système de filtration de l'air de dernière génération pour garantir que Jake n'ait plus jamais de crise d'asthme à cause d'un environnement inadéquat. J'avais signé le contrat de location 3 semaines avant le déménagement forcé dans le sous-sol. Le déménagement était prévu pour le samedi suivant. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé Sarah Peterson, l'infirmière de l'école de mes enfants, pour une conversation que je prévoyais depuis des semaines. « Sarah, j'ai besoin de te parler d'une situation délicate concernant mes enfants. » ai-je commencé en choisissant soigneusement mes mots. « Bien sûr, Tyler. J'ai remarqué qu'Emma et Jake semblaient différents ces derniers temps. Plus renfermés. Ils vivent dans des conditions inadéquates dans la maison où nous sommes temporairement hébergés. Jake a été transféré dans un sous-sol humide qui aggrave considérablement son asthme. J'aimerais que vous documentiez officiellement l'évolution de son état. » Sarah connaissait mes enfants depuis 2 ans et avait confiance en mon jugement professionnel. En tant que collègue dans le domaine de la santé, elle a immédiatement compris les implications juridiques de ma demande. Je vais rédiger un rapport médical détaillé sur l'état respiratoire de Jake et les changements de comportement que j'ai observés chez les 2 enfants, a-t-elle confirmé. Ces documents pourraient s'avérer importants si vous avez besoin d'une documentation officielle. Des documents officiels.
Exactement ce dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Lisa dans la cuisine en train de préparer le biberon de Julie avec l'eau filtrée spéciale que Martha avait achetée exclusivement pour sa petite fille préférée. L'ironie, c'est que mes enfants buvaient l'eau du robinet depuis 2 ans. Tyler, je suis contente de te voir, dit Lisa avec ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné. Steven et moi discutions de la manière dont Emma et Jake pourraient t'aider davantage avec Julie pendant les visites. Ils sont à l'âge idéal pour apprendre à être responsables. Quel genre d'aide as-tu en tête ? Demandai-je en gardant une voix neutre. Des choses simples. Emma pourrait t'aider à préparer les repas de Julie, et Jake pourrait porter le matériel quand nous arrivons. Rien de bien compliqué, juste de petites tâches qui montrent qu'ils comprennent le privilège d'avoir une petite cousine. Privilège. Comme si mes enfants devaient se sentir honorés d'être traités comme des domestiques. Je suis sûr qu'ils seront ravis d'aider, répondis-je, sachant que ce serait la dernière fois que Lisa me ferait ce genre de demande. Pendant que Lisa continuait à détailler comment mes enfants pourraient mieux répondre aux besoins de sa famille, j'enregistrais discrètement notre conversation sur mon téléphone. Non par paranoïa, mais parce que j'avais appris à documenter tout ce qui pourrait être pertinent plus tard. Steven est rentré à la maison ce soir-là avec une attitude encore plus arrogante que d'habitude. Pendant le dîner, il a annoncé fièrement qu'il avait obtenu une promotion importante au travail. « Je gagne enfin ce que je mérite », a-t-il déclaré en coupant son steak comme un roi dans son château. Lisa et moi envisageons d'agrandir la maison. Peut-être ajouter une aile entière pour quand Julie sera grande. « C'est merveilleux, mon chéri », s'exclama Martha, rayonnante de fierté. « Tu as toujours été destiné à réussir. » Pendant que la famille célébrait les succès de Steven, Emma et Jake mangeaient en silence dans un coin de la table, comme des fantômes dans leur propre maison. Personne ne leur demanda comment s'était passée leur journée à l'école. Personne ne remarqua que Jake avait toussé pendant tout le repas à cause de l'humidité du sous-sol. « Tyler », m'adressa Richard comme un seigneur féodal s'adressant à un serviteur, « nous espérons que tu comprends l'importance de montrer l'exemple aux enfants. Steven a travaillé dur pour obtenir cette promotion. Il est important qu'Emma et Jake voient la valeur de ses efforts. La valeur des efforts consacrés. Comme si je ne travaillais pas 12 heures par jour à sauver la vie d'enfants pendant que Steven tapait des codes dans un bureau climatisé. Absolument, ai-je répondu avec un sourire. Les enfants doivent absolument comprendre comment fonctionne le monde réel. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde se fut couché, je suis descendu au sous-sol pour voir si mes enfants dormaient. Je les ai trouvés éveillés, chuchotant, planifiant comment se comporter le lendemain pour ne déranger personne. « Papa », m'a demandé Jake lorsque je me suis assise au bord de son lit, « pourquoi grand-mère et grand-père aiment-ils Julie plus que nous ?» Cette question m'a brisé le cœur, mais elle a également cristallisé ma détermination finale. Parfois, les gens se font de fausses idées sur ce qui est important, ai-je répondu avec précaution. Mais cela n'a rien à voir avec vous. Vous êtes extraordinaire, et toute personne qui a la chance de vous avoir dans sa vie devrait vous traiter comme les trésors que vous êtes. Mais on va devoir rester ici pour toujours, demanda Emma, la voix chargée d'une résignation qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait ressentir. Je souris dans l'obscurité, un sourire chargé de tous les plans secrets que j'avais élaborés. Non, ma chérie. Certainement pas pour toujours. Ce que mes enfants ne savaient pas, c'est que notre déménagement était prévu dans moins de 72 heures. Ce que Martha, Richard, Steven et Lisa ne savaient pas, c'est que leur confortable dynamique familiale était sur le point d'imploser d'une manière qu'ils ne pourraient jamais prévoir ni contrôler. Si vous suivez cette histoire et vous demandez comment quelqu'un peut planifier une fuite aussi méticuleuse tout en semblant complètement impuissant, abonnez-vous à la chaîne, car l'exécution de ce plan montrera que sous-estimer l'intelligence d'un père protecteur est l'erreur la plus coûteuse qu'une famille puisse commettre. Car le vendredi matin, alors que je servais le petit déjeuner à la famille qui pensait m'avoir complètement apprivoisé, j'ai reçu un appel qui allait déclencher des événements qui allaient changer leur vie à jamais. La personne à l'autre bout du fil n'a prononcé que 5 mots qui ont scellé notre destin à tous. Tyler, nous avons tout ce qu'il nous faut. L'appel venait du détective privé que j'avais engagé 3 mois auparavant. Michael Rodriguez avait 20 ans d'expérience dans la recherche de secrets d'entreprise, et ce qu'il avait découvert sur Steven et sa société était bien plus sordide que je ne l'avais imaginé. Les virements bancaires sont tous documentés, m'a expliqué Michael tandis que nous passions en revue les dossiers dans ma nouvelle maison, qui était entièrement meublée et prête à accueillir mes enfants. Steven détourne des fonds d'investisseurs depuis 2 ans. Plus de 400 000 $ sur des comptes offshore. Mais ce n'était que le début. Richard, mon ancien beau-père respecté qui travaillait au service des permis de la mairie, avait illégalement approuvé des projets de construction en échange de pots de vin. Le stratagème consistait à ce que Steven fournisse les contacts technologiques, tandis que Richard facilitait les approbations bureaucratiques. La nouvelle maison qu'ils sont en train de construire.
a poursuivi Michael en montrant des photos et des documents. Entièrement financés avec de l'argent sale. Et Martha était au courant de tout. Elle a signé en tant que témoin sur plusieurs contrats frauduleux. Ce vendredi matin, alors que je préparais le petit déjeuner comme d'habitude, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était l'agent spécial Jennifer Walsh, du FBI. Monsieur Morrison, nous avons besoin que vous mainteniez votre routine habituelle aujourd'hui. Notre opération commence à 14 heures. Vous et vos enfants devez avoir quitté la propriété avant 13h30. Parfait. Mes enfants sortiraient de l'école à 14h15, ce qui me laisserait suffisamment de temps pour les récupérer et les emmener directement dans notre nouvelle maison, loin de ce qui allait se passer. Pendant le petit déjeuner, Steven était particulièrement arrogant, se vantant d'un nouveau contrat juteux qu'il avait décroché. Ce qu'il ignorait, c'est que ce contrat avait été obtenu grâce à des informations confidentielles que Richard avait fournies illégalement et qui étaient désormais entièrement documentées par le FBI. « Tyler, dit Steven d'un ton condescendant, en coupant son bacon, il serait peut-être temps que tu commences à contribuer davantage financièrement à cette maison. Martha et papa ne peuvent pas vous entretenir éternellement. Contribuer davantage. Moi qui payais près de la moitié des factures depuis 2 ans. Tu as raison, répondis-je calmement. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation financière ces derniers temps. Vers 11 heures du matin, j'ai fait semblant de partir au travail comme d'habitude, mais en réalité, j'ai conduit jusqu'à l'école de mes enfants. J'ai expliqué à la secrétaire que nous avions une urgence médicale dans la famille et que je devais venir les chercher plus tôt. Emma et Jake m'ont rejoint dans le parking, inquiets de voir mon air grave. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Emma en posant son sac à dos sur la banquette arrière. « Vous vous souvenez quand je vous ai promis que notre situation allait changer ?» ai-je demandé en prenant la direction de notre nouveau quartier. Eh bien, le changement a commencé aujourd'hui. Nous sommes arrivés à notre nouvelle maison à 2 heures pile. Une maison dont ils ignoraient l'existence, entièrement meublée et décorée au cours des 3 derniers jours par une équipe que j'avais discrètement engagée. « Papa, à qui est cette maison ?» a demandé Jake, bouche bée, alors que nous traversions le hall d'entrée. « Ouah !» répondis-je simplement. « Bienvenue dans notre nouvelle maison. » Tandis que mes enfants exploraient avec émerveillement les chambres qui avaient été spécialement conçues pour eux, des chambres équipées de filtres à air pour l'asthme de Jake et d'une isolation acoustique pour le violon d'Emma, mon téléphone vibra pour signaler un message de l'agent Walsh. Opération en cours. Mandat exécuté. 20 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de appels. D'abord Martha, puis Richard, puis Steven. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Finalement, Martha a réussi à laisser un message vocal qui révélait exactement la panique qui régnait dans cette maison. « Tyler, où es-tu, bon sang ? Le FBI est là avec des mandats de perquisition. Ils emportent tous les ordinateurs, tous les documents, tout. Ils ont dit que quelqu'un leur avait fourni des informations sur des activités illégales. Tu dois rentrer à la maison immédiatement. » La maison. C'était intéressant comme c'était devenu « la maison » maintenant qu'ils avaient besoin de moi. Le deuxième message venait de Steven, et sa voix n'avait plus son arrogance habituelle. « Tyler, appelle-moi immédiatement. Mon avocat m'a dit que quelqu'un avait fourni des preuves détaillées sur des opérations qui n'auraient même pas dû exister. Qui diable aurait pu avoir accès à ce genre d'informations ?» Le troisième message venait de Richard, et pour la première fois en 2 ans, sa voix semblait suppliante. « Tyler, mon fils, je sais que nous avons une eau différente, mais la famille aide la famille, n'est-ce pas ? J'ai besoin de savoir si tu as vu quelque chose d'étrange à la maison, si quelqu'un a eu accès à nos documents. » Vers 4 heures de l'après-midi, alors que j'aidais Emma à ranger ses livres dans la nouvelle bibliothèque de sa chambre, j'ai reçu l'appel que j'attendais. C'était Lisa, hystérique. « Tyler, où êtes-vous » hurla-t-elle au téléphone. Le compte joint de Steven a été gelé. Nos cartes de crédit ont été annulées. Ils ont pris notre voiture. Ils ont dit que c'était le résultat d'une activité criminelle. « Je suis désolé d'apprendre ça, Lisa, » répondis-je calmement. « Où sont les garçons ?»« Ils sont en sécurité, » ai-je répondu en regardant Jake assembler joyeusement son nouveau bureau. « Dans un endroit où ils sont appréciés et respectés. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» a hurlé Lisa. « Cela signifie que nous ne sommes plus votre problème, » ai-je répondu. « Comme vous l'avez toujours voulu. » C'est alors que Martha a pris le téléphone des mains de Lisa. « Tyler Morrison, tu reviens ici immédiatement. » Sa voix était empreinte de toute l'autorité qu'elle avait l'habitude d'exercer sur moi. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais cette famille ne tolère pas la déloyauté. La déloyauté. La femme qui avait envoyé mes enfants vivre dans un sous-sol moisi parlait de déloyauté. « Martha, répondis-je avec un calme qui la fit cesser de crier,
Pendant 2 ans, vous m'avez traité comme un fardeau et mes enfants comme des citoyens de seconde zone. Vous pensiez que je n'avais ni les moyens, ni les ressources, ni l'intelligence pour réagir. Tyler, vous ne comprenez pas la situation. Je comprends parfaitement, l'interrompis-je. Je comprends que Richard a accepté plus de 80 000 $ de pots de vin au cours des 18 derniers mois. Je comprends que Steven a détourné des fonds destinés à des investisseurs pour financer votre train de vie extravagant. Et je comprends que vous, Martha, avez signé des documents en sachant exactement d'où venait l'argent. Le silence à l'autre bout du fil était total. « Où as-tu obtenu ces informations ?» murmura-t-elle. « Vous avez oublié que je travaille dans un hôpital avec des comptables judiciaires, des enquêteurs d'assurance et des avocats spécialisés dans les crimes financiers, » expliquai-je patiemment. Des gens qui ont remarqué des incohérences intéressantes lorsque j'ai commencé à poser les bonnes questions. En réalité, c'était encore plus simple. Comme j'avais accès aux ordinateurs de la maison depuis 2 ans, j'avais discrètement copié des documents que je n'aurais pas dû voir. Des documents que Steven laissait ouverts pendant qu'il travaillait, des factures que Richard recevait par email, des conversations que j'avais entendues à travers les murs fins de la maison. L'ironie était délicieuse. Ils m'avaient traité comme un meuble pendant si longtemps qu'ils avaient oublié que les meubles ont des yeux et des oreilles. « Tyler, » dit Martha d'une voix tremblante, « nous pouvons en parler. Nous sommes une famille. Nous pouvons régler cela en interne. » « En famille ?» répétai-je. Une famille ne déplace pas ses enfants dans des caves insalubres. Une famille n'humilie pas constamment ses propres petits-enfants. Et une famille n'utilise certainement pas de l'argent volé pour financer ses caprices tout en feignant la supériorité morale. C'est à ce moment-là que Steven a pris le téléphone, sa voix chargée d'une rage désespérée que j'ai reconnue comme de la peur déguisée. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Tyler. Je peux détruire ta carrière, ta réputation, toute ta vie. » J'ai ri doucement. « Steven, ton entreprise fait l'objet d'une enquête pour fraude fédérale. Tes comptes sont gelés. Ton père est sur le point d'être inculpé pour corruption. Et tu penses pouvoir me menacer ? » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il restait une dernière bombe à exploser. Une bombe qui allait transformer cette enquête fédérale en un scandale qui allait faire la une des journaux locaux pendant des mois. Et à 5 heures cet après-midi-là, lorsque les caméras de télévision arriveraient devant la maison où j'avais été humilié pendant si longtemps, cette bombe allait enfin exploser. La 5e bombe a explosé à 5 heures, lorsque les caméras de télévision sont arrivées. Ce n'était pas un hasard. J'avais fourni à 3 journalistes d'investigation des informations sur le moment exact de l'opération fédérale. Ce qui a transformé un simple mandat de perquisition en scandale national, c'est la découverte que Richard avait falsifié des documents d'adoption afin de faciliter les trafics d'enfants grâce à sa position au sein de la mairie. Steven n'était pas seulement un fraudeur financier, c'était aussi le spécialiste en technologie qui avait créé des systèmes numériques pour effacer toute trace des enfants disparus. Les caméras ont filmé Martha menottée à l'entrée de la maison, criant que ses enfants ingrats avaient détruit sa famille. L'ironie était délicieuse. Elle ne comprenait toujours pas que ses propres enfants ingrats étaient en sécurité dans leur nouvelle maison, en train de regarder des dessins animés tout en mangeant de la pizza. Le moment le plus satisfaisant a été lorsque Martha a été interrogée par les journalistes sur les raisons pour lesquelles elle avait mis des enfants en danger, et qu'elle a répondu « Ils devraient être reconnaissants d'avoir un toit au-dessus de leur tête ». Cette phrase est devenue virale sur les réseaux sociaux. #remercie ton toit est devenu un mème national, symbolisant l'hypocrisie des personnes qui utilisent la charité comme excuse pour commettre des abus. Steven a été arrêté dans son bureau lors d'une réunion avec des investisseurs japonais qui s'étaient spécialement rendus à Nashville pour conclure un contrat de 20 millions de dollars. Les images de lui menotté dans les couloirs de l'entreprise, qu'il avait bâtie avec de l'argent sale, ont circulé sur les réseaux sociaux pendant des semaines. Le détail le plus accablant a été la découverte que Steven avait utilisé l'identité d'enfants disparus pour créer de faux comptes bancaires offshore. Lorsque les enquêteurs ont retracé les fonds, ils ont trouvé des liens avec des réseaux internationaux de traite d'êtres humains. Richard a tenté de s'enfuir par l'arrière de la maison lorsqu'il a vu les caméras, mais il a été intercepté par des agents fédéraux au moment même où il essayait de brûler des documents dans le barbecue. Les cendres des papiers partiellement brûlés contenaient suffisamment de fragments pour reconstituer des preuves de corruption remontant à une décennie. À 62 ans, Richard faisait face à 15 chefs d'accusation fédéraux qui lui garantissaient de passer le reste de sa vie en prison. Au cours du procès, il a été révélé qu'il avait empoché plus de 500 000 $ en pots de vin, argent qu'il avait utilisé pour financer les extravagances de Steven et les caprices de Martha. Lisa a découvert que son compte bancaire personnel avait également été gelé lorsqu'elle a essayé d'acheter de l'essence et que sa carte a été refusée. La voiture de luxe qu'elle conduisait était enregistrée au nom d'une société fantôme de Steven. Elle a donc été confisquée par les autorités fédérales. Elle a appelé sa mère en pleurs, la suppliant de la laisser revenir vivre chez ses parents jusqu'à ce que les choses s'arrangent.
Mais les parents de Lisa, apprenant par les médias qu'elle était au courant des crimes de la famille et qu'elle ne les avait jamais dénoncés, ont refusé de l'aider. L'humiliation finale de Lisa est venue lorsqu'elle a dû prendre le bus pour se rendre au tribunal, portant Julie dans ses bras parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer une babysitter. La femme qui traitait autrefois mes enfants comme des domestiques luttait désormais pour payer les couches. Les choses ne se sont jamais arrangées pour aucun d'entre eux. Richard a été condamné à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Steven a été condamné à 30 ans pour organisation criminelle et crimes contre des enfants. Martha, en tant que complice, a été condamnée à 15 ans, mais son âge avancé et ses problèmes de santé signifiaient qu'elle mourrait probablement en prison. L'entreprise de Steven a complètement fait faillite lorsque les investisseurs ont découvert que 60% de ses produits innovants étaient des technologies piratées à de petites startups qu'il avait délibérément sabotées. 6 mois plus tard, je faisais découvrir à Emma et Jake leur nouveau lit dans notre maison définitive, une propriété de 4 chambres que j'avais achetée avec l'argent provenant de la vente d'informations exclusives pour des documentaires sur le crime organisé. Mon expérience en tant que témoin principal m'a valu des contrats lucratifs avec 3 chaînes de télévision. Le documentaire Family Predator a remporté un Emmy dans la catégorie meilleure enquête. Lors de la cérémonie de remise des prix, une séquence spéciale a été consacrée à la manière dont les lanceurs d'alerte courageux contribuent à dénoncer la corruption systématique. Jake n'a plus eu de crise d'asthme. Le système de filtration de l'air de la nouvelle maison était si efficace qu'il a pu, pour la première fois depuis des années, courir 1 mile sans s'arrêter. Emma est devenue premier violon de l'orchestre juvénile de la ville, et son professeur a déclaré qu'elle n'avait jamais vu une enfant avec autant de talent naturel et de discipline. Plus important encore, ils ont grandi en sachant que leur père s'était battu pour eux alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Ils ont appris que se défendre n'est pas une vengeance, mais une marque de respect envers soi-même. Sarah Peterson, l'infirmière de l'école, est devenue une amie proche de la famille. Elle faisait souvent remarquer le changement radical qu'elle avait observé chez les 2 enfants. Tyler, m'a-t-elle dit lors d'un des concerts de violon d'Emma, je n'ai jamais vu des enfants se remettre aussi complètement d'un traumatisme familial. Ils n'ont pas seulement survécu, ils se sont épanouis. Mon supérieur à l'hôpital, le docteur Martinez, a également remarqué des changements dans mon travail. La confiance que j'avais acquise en affrontant ma famille dysfonctionnelle s'est traduite par un leadership naturel au sein de l'équipe médicale. Tu es différent, Tyler, m'a-t-il fait remarquer lors de mon évaluation annuelle. Tu es plus assertif, plus confiant. Je te promus au poste de superviseur de l'équipe de nuit. Cette promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 20%, ce qui m'a permis de constituer un fonds pour les études universitaires d'Emma et Jake. Il ne dépendrait plus jamais de la générosité de parents toxiques. Papa, m'a demandé Emma en accrochant ses médailles de musique au mur de sa chambre. Tu savais que ça allait marcher? Pas exactement, ai-je répondu honnêtement. Mais j'ai toujours su que les gens qui maltraitent des enfants sans défense finissent par en payer le prix. J'ai juste aidé l'univers à accélérer le processus. Jake, maintenant âgé de 13 ans, était devenu un jeune homme confiant et éloquent. Lors d'un dîner en famille, il fit une remarque qui me surprit par sa maturité. Papa, je pense que le plus triste, ce n'est pas qu'ils aient été arrêtés, mais qu'ils n'aient jamais compris pourquoi ils avaient tort. Aujourd'hui encore, ils pensent probablement qu'ils ont été victimes d'une injustice. Il avait raison. Pendant le procès, aucun des 3 n'a montré de remords sincères. Martha a continué à affirmer qu'elle avait été mal comprise. Steven a accusé des enquêteurs partiaux. Richard a prétendu qu'il essayait seulement d'aider la famille. L'héritage de la famille Morrison n'est pas la prison à vie de Richard, la faillite de Steven ou le divorce humiliant de Lisa. C'est la leçon que mes enfants ont apprise. Ne jamais accepter d'être traité comme un citoyen de seconde zone par qui que ce soit, même s'il s'agit de sa famille. Surtout s'il s'agit de sa famille. La véritable vengeance n'a pas été de détruire leur vie, mais de construire une vie si extraordinaire pour mes enfants que la toxicité de cette maison n'est plus qu'un lointain souvenir d'une période sombre qui les a rendus plus forts. 3 ans plus tard, Martha m'a écrit de prison pour me demander pardon et me supplier de lui laisser voir ses petits-enfants juste une fois. La lettre est arrivée le jour où Jake a remporté le premier prix du concours scientifique régional et où Emma a été acceptée dans le programme de musique avancée de l'université locale. J'ai jeté la lettre à la poubelle sans l'ouvrir. Certaines ponts, lorsqu'ils ont été brûlés par la toxicité, doivent rester en cendres. Ce que j'ai appris pendant ces années de reconstruction, c'est que protéger ses enfants signifie parfois couper les liens avec des personnes qui partagent leur ADN. La vraie famille n'est pas déterminée par la génétique, mais par l'amour, le respect et le soutien inconditionnel. Aujourd'hui, notre famille comprend Sarah Peterson,
le docteur Martinez, Nancy du travail et une douzaine d'autres personnes qui ont choisi d'être présentes lors de moments importants. Emma et Jake ont des grands-parents adoptifs qui les aiment sincèrement, sans condition. La semaine dernière, je suis tombé par hasard sur un article sur les programmes de réinsertion dans les prisons fédérales. Martha s'était inscrite à une thérapie de groupe pour réconciliation familiale. Une partie de moi a ressenti un pincement au cœur, pas vraiment de la pitié, mais plutôt de la tristesse pour la personne qu'elle aurait pu être si elle avait choisi l'amour plutôt que la favoritisme. Mais ensuite, Jake m'a appelé pour me montrer son nouveau projet de robotique, et Emma a commencé à jouer un nouveau morceau au violon. Et je me suis souvenu que certaines histoires ont une fin heureuse précisément parce que d'autres se terminent définitivement. Si cette histoire sur la façon dont la détermination d'un père peut renverser la situation face à toute une famille de narcissiques vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et ont transformé l'humiliation en victoire. Des histoires de courage, de stratégie et de justice poétique qui prouvent que les manipulateurs sous-estiment toujours leurs victimes. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de réussir si bien qu'ils deviennent insignifiants. Et quand vos enfants vous demanderont comment vous avez réussi à les protéger de personnes qui auraient dû les aimer inconditionnellement, vous pourrez les regarder dans les yeux et leur dire avec fierté: parce que vous méritez d'être heureux. Et je n'arrêterai jamais de me battre pour ce bonheur.